Bienvenue sur notre podcast Vision et Révélation. Ici Lina de Demoiselles étranges et aujourd'hui j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, aujourd'hui nous abordons avec Marie le côté généalogique du culte aux ancêtres. Je suis très heureuse de te recevoir. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites. Oui, avec plaisir. Alors je vais me présenter par rapport à mon travail, donc la raison de ma présence ici. Donc moi, mon travail, ça consiste à aider, toute personne qui le souhaite à retrouver et honorer, ses ancêtres. Grâce à des outils, pragmatiques comme par exemple, la généalogie, l'histoire parce que, je suis issue notamment d'une formation universitaire en histoire, puis, en archivistique, en fait et des outils un petit peu plus ésotériques, occultes, comme, la cartomancie, par exemple, la pratique du culte aux ancêtres et aussi, plein d'autres outils, mais ce sont les principaux, on va dire. Et ce qui est vraiment essentiel pour moi et dans mon travail, c'est vraiment de veiller à garder un équilibre, en fait, entre ces pratiques. Parce que dans ma vision des choses et dans ma façon de pratiquer, c'est en alliant ces 2 aspects-là, en fait, un aspect très, pragmatique et un peu plus ésotérique, que on va arriver, en fait, à créer une relation avec ses ancêtres qui, repose d'une part sur des sources écrites, donc sur la généalogie, sur des preuves juridiques et c'est sur cette base-là que on va entamer un travail plus ésotérique. Donc là, ça va dépendre des croyances de chacun, bien évidemment. Donc moi, mon rôle, c'est pas, de donner, une feuille de route, par rapport à ces pratiques-là, mais ça va être vraiment de donner des clés que j'ai, qui sont certaines clés, que ce soit, en généalogie ou plus ésotérique, plus occulte, pour construire, en fait, sa propre pratique en fonction de ses croyances. Donc ma vision, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment l'alliance, des 2. Donc première question, comment débuter une recherche sur mes ancêtres pour comprendre mieux leurs pratiques culturelles et religieuses? Alors, ça c'est vrai qu'on s'intéresse, assez à la religion, quand on fait des recherches généalogiques, mais en fait, c'est pas, aussi simple dans le sens où, par exemple, en France, on ne mentionne pas la religion, en fait, dans les documents. Par exemple, si tu demandes, tu cherches un acte de naissance et si tu fais la demande auprès d'une mairie, donc dans la commune, de naissance de ton ancêtre et que tu demandes soit un extrait de naissance, soit une copie intégrale d'acte de naissance, en fait, l'officier d'état civil n'écrira pas, la religion, en fait, n'écrira pas la confession. Donc en fait, déjà, pour aller voir la confession de ses ancêtres, il faut aller directement dans les registres, voir l'original. Donc là, c'est soit, en ligne sur les sites des archives départementales, donc après en fonction du lieu de résidence, de tes ancêtres. Alors après il y a aussi, il me semble, des sites comme Généanet qui proposent en fait, ces mêmes archives, hein, qui sont numérisées, hein, mais qu'ils ont repris en fait sur leur plateforme, sauf que c'est payant. Mais si vous allez en fait sur les sites des archives départementales, c'est gratuit. Ça va demander un peu plus de recherche, mais c'est gratuit. Donc ça déjà. Mais pour trouver la confession déjà, il va falloir aller directement dans le registre. Et c'est ce que je disais, par exemple, pour l'état civil, c'est l'acte de naissance de l'enfant qui va indiquer la religion du père et de la mère. Donc ça peut être intéressant de voir les confessions des uns et des autres. L'état civil en France, c'est à peu près à partir de 1792, OK. Donc pour ce qui est antérieur, on consulte ce qu'on appelle les registres paroissiaux qui sont les ancêtres en fait, hein, de «l'état civil» entre guillemets et qui enregistrent les baptêmes, les mariages et les sépultures dans une même paroisse, en fait, si tu veux. Donc là, ça va être le lieu de vie de tes ancêtres. Donc en fait, la vie religieuse de nos ancêtres plutôt très proches se passe dans la paroisse. Ensuite, si tu sais que tu as des ancêtres, qui étaient croyants et pratiquants, après 1792,
Faut savoir que les registres paroissiaux, en fait, ils ont perduré. C'est-à-dire que les paroisses, elles ont continué, en fait, à inscrire les baptêmes, les mariages et les sépultures, bien évidemment. Et c'est ce qu'on appelle les registres de catholicité, en fait. Donc c'est la continuité, hein, des registres paroissiaux, c'est la même chose, mais après la Révolution française. Donc il y a déjà ces 3 documents-là, ces 3 sortes de registres-là que tu trouves tous en général, aux archives départementales. Alors tout n'est pas numérisé, bien évidemment. L'état civil, ça y est, certains registres paroissiaux aussi. Par contre, les registres de catholicité, je crois pas. Donc ça, il faudra aller consulter, en fait, sur place, hein. Mais ça va déjà te permettre d'avoir, une idée de leur confession, de ce qui se passait un petit peu dans leur paroisse, et cetera. Donc voilà, si tu veux débuter tes recherches par rapport à la religion de tes ancêtres, en France en tout cas, hein, encore une fois. Dans d'autres pays, ce sera complètement différent. Mais d'un point de vue généalogique, voilà les 3 principaux, en fait, où tu pourras retrouver quelques informations là-dessus. OK, super, je prends note. Pour moi aussi. Hem, Comment puis-je accéder aux archives ou aux registres familiaux qui pourraient contenir des informations sur les rites ancestraux? Alors, ça va vraiment dépendre des cultures, en fait. Et je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que le culte des ancêtres, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué dans des cultures, africaines, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique centrale ou Afrique du Sud, et asiatiques. Par exemple, je sais que eux, ils ont des cultes, dédiés à leurs ancêtres qui sont beaucoup plus présents. Donc je pense que dans ces cultures-là, tu vas pouvoir trouver beaucoup plus facilement, en fait, des informations. En ce qui concerne, pardon, la France, tu vas pouvoir, retrouver des informations, dans les archives paroissiales. Donc tu as pas que les registres paroissiaux, tu as aussi plein d'autres documents, bien évidemment, qui sont conservés aussi aux archives départementales. Et là, en fait, tu vas avoir une lecture un petit peu, si tu veux, du calendrier, religieux, si tu veux. Parce que, à d'autres époques, c'est vraiment le calendrier religieux qui rythmait la vie quotidienne de nos ancêtres, tu vois? La fête de la Saint-Jean et cetera. Donc tu vas pouvoir avoir, quelques idées de ce qui était, pratiqué. Tu vas pouvoir aussi peut-être trouver des informations, ça on n'y pense pas souvent, dans les registres de délibération, des communes, donc des conseils municipaux. Où justement, bah, parfois ils parlent en fait de fêtes, qu'ils organisent en fait sur leur commune et ben ils vont dire: «Bah, voilà, on pour la Saint-Jean, on fait ça, on fait ci, on organise ça comme ça». Donc si tu sais que tes ancêtres, ils ont vécu dans cette commune-là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'éplucher les délibérations, parce que là, tu vas vraiment voir quelle était leur vie quotidienne, en fait. Donc ça peut être intéressant au niveau des archives. Ensuite, tout ce qui va être livre, bien sûr, d'ethnographie et de folklore. Donc là, s'orienter sur des ouvrages, en fonction du territoire de vie, de vos ancêtres, pour comprendre, et ben, tout ce qui va être cérémonies religieuses, les coutumes, la vie quotidienne et cetera, mais vraiment à l'échelle d'un territoire. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe en général, c'est plutôt une histoire de ruralité, en fait. C'est quelque chose qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre aujourd'hui, en 2024, avec nos mentalités. On a plutôt affaire à un territoire assez «homogène» entre guillemets, même si la France, reste assez épargnée par ça. Mais à l'époque, on est vraiment à l'échelle d'une commune, d'un lieu-dit, d'un tout petit territoire. Et typiquement, si je reprends mon exemple de la Saint-Jean, elle n'est pas du tout fêtée de la même façon, que ce soit en Alsace, en Franche-Comté, en Aquitaine. Ça n'a les rites n'ont quasiment rien à voir, même s'il y a des similitudes, mais et même entre certains villages, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Franche-Comté parce que c'est ce que je connais, parce que mes ancêtres y sont originaires. Un vi D'un village à l'autre, les pratiques vont évoluer. On va pas prier le même saint forcément au même jour, et puis ça va être en fonction des récoltes, ça va être en fonction des vignes et cetera. Donc vraiment, s'intéresser à la toute petite échelle d'une commune, d'un lieu-dit, d'un tout petit territoire, et essayer de trouver des ouvrages qui, traitent de ça, donc des ouvrages d'ethnographie et de folklore, si tu veux comprendre les pratiques, et les coutumes religieuses, en fait, de tes ancêtres. C'est là où tu vas trouver le plus d'informations.
Et en général, ces livres-là, tu sais, tu les trouves, alors tu en trouves beaucoup en ressourcerie parce que les gens s'en séparent en général, ils trouvent pas ça très intéressant donc si tu intéresses, c'est parfait parce que tu vas pouvoir trouver des pépites, pour, 3 fois rien. Mais sinon, ce qu'on appelle un peu, tu sais, en dans les bibliothèques, tu trouves ça souvent sous la rubrique régionalisme, par exemple, tu vas trouver plein d'ouvrages. Donc voilà, les travaux des ethnologues sont vraiment hyper intéressants, quoi, d'une manière générale. C'est là où tu vas avoir le plus d'informations, quoi. Y a-t-il des signes spécifiques dans les documents généalogiques qui indiquent des pratiques de culte aux ancêtres? Comment identifier les traditions familiales liées au culte aux ancêtres dans les récits familiaux ou les documents historiques? Alors, grande question, alors là, c'est pareil, hein, comme tout, ça va vraiment dépendre des cultures, mais il y avait un exemple que j'avais envie de prendre parce que je trouve qu'il est hyper intéressant et qu'il est très parlant. Par exemple, à Madagascar, les patronymes malgaches, tu sais, sont très longs et en fait, pourquoi? Parce que le patronyme, il va raconter une histoire à lui tout seul. Parce qu'en fait, ce sont des ajouts du nom du père et de la mère et parfois des grands-parents et parfois, en fait, des caractéristiques, de la naissance de l'enfant selon les croyances des parents ou des grands-parents. Et ça, par exemple, pour, les personnes qui sont d'origine malgache, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que d'analyser, en fait, son patronyme et les patronymes de ses parents, ses grands-parents, parce que du coup, ils peuvent être différents. Parce que tu vas pouvoir, en fait, comprendre ce qui était important pour, les parents de ces enfants-là, en fait. Tu vois, si par exemple, je prends un exemple, s'il y a une caractéristique, de l'enfant où tu as le nom, avec l'adjectif, je sais pas, intelligent et bien, tu vas comprendre que pour les parents, c'était hyper important que leur enfant soit intelligent pour pouvoir peut-être faire des études et cetera. Donc en fait, tu vas avoir une analyse, en fait, du point de vue du culte des ancêtres parce que du coup, ça va te donner des indications sur les croyances et les aspirations des générations précédentes. Donc ça, par exemple, c'est un si vous avez des ancêtres qui sont malgaches, c'est une mine d'or, quoi, une mine d'or d'informations. Donc par rapport à la généalogie, ça, c'est un exemple. Ensuite, pour les autres cultures, c'est plus, compliqué parce que en fait, c'est toujours, un peu la problématique des historiens et des archéologues, si tu veux. Comment peut-on être sûr de ce que les gens prient chez eux, tu vois? Une fois qu'ils sont rentrés chez eux. C'est toujours la même problématique. On a des sources historiques, on a des sources écrites, on a des sources archéologiques, on connaît des temples, des rites, on sait ce qui est pratiqué, mais une fois que les gens rentrent chez eux, en fait, en quoi ils croient? Et ça, c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse, finalement. Donc c'est compliqué de trouver des indications par rapport à ces pratiques-là dans des documents, en fait. Ouais, je pense que c'est difficilement accessible et en même temps, c'est ça aussi qui fait toute la beauté de la chose aussi, enfin, je trouve. Et pour répondre à la deuxième question, comment identifier les traditions familiales? Moi, je considère, par exemple, tu vois, que, c'est un exemple que je reprends tout le temps, mais on a tous le souvenir d'aller chez nos grands-parents, chez nos grands-tantes et il y avait toujours un buffet posé. Il y avait des photos de personnes qui étaient décédées, parfois même des petits objets, des petits cadres. On a quasiment tous connu ça et ça, pour moi, c'est déjà, en fait, une pratique de culte dédiée aux ancêtres, aux personnes de la famille qui étaient décédées, en fait. C'est ça pour moi, en fait. Pour moi, c'est déjà ça. Donc ça aussi, ça peut donner des indications, si vous avez des photos, justement, où vous posez, derrière des buffets, analysez les buffets, essayez de prendre une loupe et de voir ce qu'il y avait sur les buffets parce que parfois, c'est hyper intéressant. Donc ça pour moi, voilà, typiquement les buffets, les crédences, ça peut donner des bonnes indications, aussi. Tout à fait, je souris en t'écoutant parce que j'ai ce genre de souvenir également et récemment, j'ai eu la chance de retrouver toute une malle de photos en noir et blanc. Très peu à noter, mais je vais faire mes recherches. Du coup, je voulais débunker avec toi une idée ou non, reçue. On dit souvent que les noms de famille français, sont rattachés au lieu de vie des gens, comme, Dubois, peut-être que c'était une personne qui habitait près du bois, par exemple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça peut, si c'est vrai,
être pareil pour tous les noms de famille, notamment francophones? Heu, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Mmh. Alors, c'est vrai et c'est faux, dans le sens où l'origine des patronymes, en fait, ça dépend de plusieurs critères. Effectivement, il y a le critère du lieu de vie. Donc, par exemple, comme tu l'as dit, du bois ou, en allemand, en alsacien, tu as Weidemann, donc l'homme des plaines. Donc, probablement que la première personne à porter ce patronyme-là était un homme des plaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, très certainement quelqu'un qui était un berger, en général. Donc voilà, donc ça peut être ça, une caractéristique. Ça peut être aussi une caractéristique physique. Par exemple, tous les petits, les grands gens, les tout ça, en fait, ce sont tout simplement des personnes, donc le premier porteur de ce patronyme qui était soit plus petit que les autres, soit plus grand que les autres. Donc il y a aussi les caractéristiques physiques qui sont à l'origine des patronymes. Et puis, il y a aussi tout simplement, parfois les prénoms. Donc par exemple les Bernard, les Vincent, les Martin. Les premiers porteurs de ce patronyme-là, il faut se remettre dans le contexte. On est à l'échelle de tout petits bourgs, donc il y a très, très peu d'habitants et donc il y avait qu'un Martin, qu'un Jean, qu'un Bernard et donc on dissociait comme ça. Il s'appelle, Bernard parce que c'est le seul à s'appeler Bernard, en fait. Et donc voilà, le premier porteur du patronyme, en général, voilà, ça pouvait être aussi un prénom. Donc il y a les noms de lieux, les caractéristiques physiques, les prénoms et après il y a aussi beaucoup de dérivés, hein. Il y a aussi, donc des origines très variées, de dérivés, de dérivés. Parfois c'est très compliqué, hein, de remonter l'origine du patronyme, mais en général, oui, c'est soit les caractéristiques physiques, soit les lieux, soit les prénoms. Et il y a d'ailleurs un très bon bouquin là-dessus, sur l'origine des patronymes, alors en France, mais je suis sûre que tu peux trouver l'équivalent du coup dans tous les pays. Mais je n'ai plus l'auteur en tête malheureusement. Je te l'enverrai et on le mettra en description, mais ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est l'origine des patronymes en France et qui cartographie, alors ils ont fait, un travail de fou. Ils ont cartographié en fait toutes les origines, les plus grandes origines des patronymes, en fait, et c'est hyper intéressant. C'est un pavé, hein, forcément. Ça peut être, intéressant pour trouver l'origine de son patronyme, mais encore une fois, si c'est un dérivé d'un dérivé, s'il y a eu des fautes d'orthographe, parce que ça arrive très souvent, que les officiers d'état civil, tu sais, au fur et à mesure du temps, eh bien, faisaient, voilà, quelques fautes parce que, il suffisait que, une personne avait un accent très fort, tu vois? À l'époque, on sait pas forcément écrire, donc on entend mal le nom et même l'officier d'état civil est pas forcément un lettré, très aguerri, donc il va recopier la chose, mais il va mal la recopier et cetera et on arrive à des erreurs de graphie au niveau des patronymes, hein. C'est mon cas, c'est le cas de plein d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, justement, de retrouver les documents originaux sur les registres pour voir s'il y a eu des fautes et dans ce cas-là, s'il y a des fautes, tu peux remonter du coup, en corrigeant la faute et en trouvant l'origine du patronyme. Donc c'est vrai et c'est faux. Super. Moi aussi j'ai perdu, sur quelques générations, on a perdu quelques lettres. Ah bah voilà, bah oui, c'est très courant. Quels sont les objets ou symboles couramment associés, au culte aux ancêtres, que je devrais rechercher dans les archives familiales? Alors là, c'est pareil, ça va énormément dépendre des cultures, mais déjà les photographies, évidemment, en sachant que, parce que quand même en matière d'empreinte énergétique, la photographie, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Parce que tu as vraiment, la personne à un moment de sa vie, à un instant T de sa vie et je trouve qu'en termes d'empreinte énergétique, pour travailler avec ça, c'est hyper intéressant. Tu as vraiment un témoin fort, quoi, pour moi. Mais il faut rappeler que la photographie à l'époque, c'était un luxe et qu'il y a très peu de familles aujourd'hui qui ont des anciennes, hein, photos, c'est tout à fait normal, on est à peu près tous dans ce cas-là. Donc c'est pas grave s'il y a pas de photos et ensuite, il y avait quelque chose qui était j'ai réfléchi, il y avait quelque chose qui était très en vogue, notamment au 19e siècle, c'était, ce qu'on appelait les tu sais, les bijoux de deuil, où tu avais, parfois des morceaux de cheveux,
parfois des dents ou tu sais? Ou des morceaux d'os même, qui étaient façonnés en bijoux et qui étaient, ben, voilà, façonnés en l'honneur d'un défunt, à la mémoire d'un défunt et parfois on peut en retrouver, ça arrive encore régulièrement en brocante, qu'on retrouve des bijoux de deuil. Donc ça peut être intéressant et puis à travailler avec, évidemment, ça doit être, super. Mais c'est tombé un peu en désuétude, au XXe siècle, je crois. Mais il me semble que ça revient. Il me semble que ça revient en ce moment. J'en vois de plus en plus. Donc c'est rigolo. Tout à fait, bah, notamment avec les animaux de compagnie, il y a une créatrice sur Instagram, je ne saurais pas vous ressortir le nom, mais si je le retrouve, bien sûr, ce sera en description, qui créait des bijoux avec, les poils des chiennes disparues, de et je trouve que ça fait un objet réconfort, absolu, quoi. Ouais, absolument. Mmh. Quels conseils peux-tu donner pour documenter et préserver les pratiques de culte aux ancêtres pour les générations futures ou tout simplement pour, transmettre, notre vie, telle qu'elle a été, heu, pour nos descendants? Je commencerai par, une chose, qui pour moi est importante quand même. Ça va être quand même la transmission de la mémoire familiale. Pourquoi? Parce que un document, tu peux toujours le retrouver. 100 ans, cin voilà, 200, 300 ans après, tu peux le retrouver s'il y a pas eu de destruction, bien évidemment, mais ça se retrouve. En revanche, la mémoire familiale, une fois que les personnes décèdent, ça se disparaît à tout jamais et tu pourras pas la récupérer, en fait. Donc collecter des informations auprès de personnes âgées, même si on comme on l'a dit, ça reste des souvenirs, ça peut être très vague, ça peut être modifié, mais néanmoins, il y a quand même cette mémoire-là que tu vas pouvoir récupérer et que tu vas pouvoir noter, par exemple, pour faire perdurer les choses. Parce que ça, une fois que ça disparaît pour toujours, c'est terminé. Donc ça, je trouve que c'est hyper important et puis évidemment, ça c'est un défaut professionnel, mais tout consigner quoi. Tout noter, tout écrire, toutes les recherches, faire des carnets de bord, hein, de recherche généalogique, les pistes qui ont été infructueuses et cetera pour faire gagner du temps les autres générations, hein. Et noter, tous les tests, les expérimentations qu'on peut faire, les méthodes et peut-être justement moins les résultats que de nos expérimentations, que la méthode d'expérimentation. Pourquoi? Parce que justement en réfléchissant, en me posant la question, je me suis dit: «Je pense que ce qui est le plus important finalement, ce serait plus le protocole que j'utilise, davantage que les résultats». Pourquoi? Parce que si moi, par exemple, je veux communiquer avec mon grand-père, je vais avoir certaines informations par rapport à lui, il va me transmettre certaines informations et cetera, mais par rapport à moi. Maintenant, si c'est mon arrière, arrière, arrière petite-fille qui veut faire la même chose, forcément les résultats seront différents puisque le lien de parenté sera différent, enfin tout sera différent. Donc je pense que ce qui peut aider le plus, c'est le protocole de connexion, c'est ce que l'ancêtre il aime pour le faire venir, donc pour, lui faire plaisir et cetera. Donc ça va être plus des informations là-dessus, mais moins sur, ouais, moins sur les résultats. Donc tout ce qui va pouvoir aider à créer du lien, en fait, entre les générations. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, hem, si on veut, préserver ces pratiques-là, je pense. Et puis, ouais, tout consigner, mais encore une fois, hem, je pense que c'est intéressant pour de la documentation, mais je suis pas sûre que ce soit intéressant pour la pratique de nos descendants, tu vois? Parce qu'elle sera forcément différente. Ce sera des sociétés différentes, des mentalités différentes, des contextes socio-économiques, politiques différents. Ils auront peut-être pas envie de prier la même chose que nous, de croire aux mêmes choses que nous. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant comme source d'information pour se dire: «Ah bah tiens, mon arrière-grand-mère, elle faisait ça et tout, c'est hyper intéressant», mais pas pour dupliquer la pratique, parce que là, je trouve que ça a pas de sens et puis de toute façon, on ne sait pas. On ne sait pas quel sera l'état de la spiritualité, de l'ésotérisme dans 200 ans, on n'en sait rien du tout. Donc voilà. Tout à fait. Il faut recontextualiser dans le passé et potentiellement,
l'appréhender pour le futur, quoi. Absolument, ouais. Y a-t-il un sujet que l'on n'a pas abordé et sur lequel tu aimerais bien dire quelque chose? Bah, écoute, je pense qu'on a été pas mal complète, on a bien fait le tour. Là, comme ça, je pense qu'on a dit l'essentiel qui est de commencer ses recherches généalogiques, de collecter des informations auprès des proches si c'est possible, de s'autoriser à ne pas travailler avec certains ancêtres, si on ne le désire pas, ça c'est hyper important et puis surtout de prendre du plaisir quoi dans ce qu'on fait et c'est le plus important quoi. Je remercie évidemment grandement Marie d'avoir participé à ce podcast. On peut la retrouver sur son site officiel ainsi que sur les plateformes Instagram et YouTube. Les liens se trouvent dans la description de cette émission.